Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue pour cette dernière partie de la conférence sur les Lumières et la naissance du sentiment. Donc là, nous allons voir l'émergence d'un concept qui est très important au XVIIIe siècle, qui est le concept d'individu, et qui, dans sa définition, dans son acceptation, rentre directement en compte dans la compréhension de ce qu'est le bonheur pour ce siècle-là. Alors, déjà, on en a parlé, le tableau au XVIIIe siècle n'est plus peint pour une collectivité sociale, mais plutôt davantage pour un particulier. On a des artistes comme Jean-Baptiste Greuze, comme Honoré Fragonard, heu, ou comme Chardin, qui vont même comme Watteau, qui vont faire la majorité de leur carrière, la majeure partie de leur carrière, grâce à des mécènes qui sont des mécènes privés et non pas grâce à des grandes commandes publiques, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui change réellement. Et donc, bien évidemment, la collection privée, elle a à voir avec le plaisir esthétique. Le tableau le plus connu, qui met en scène tout ça, c'est celui de Watteau qui s'appelle «L'enseigne de Gersaint». Donc Watteau, il a pas mal, il est du nord, il est né dans le nord de la France, donc il s'est formé au départ, chez des peintres, autour de peintres qui étaient des peintres flamands, et puis il est arrivé à Paris où il a logé chez un marchand de tableaux, et pour lui, il a peint l'enseigne de Gersaint. Alors qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On a l'impression, effectivement, que ça dépeint, le travail et la manière dont on vend des tableaux, au XVIIIe siècle. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est pas la manière dont on vend des tableaux, c'est la manière dont on regarde des tableaux, pourquoi on parle des tableaux et pour qui on peint des tableaux. Si vous regardez l'angle inférieur gauche de la composition, vous voyez un portrait qu'on met en caisse. Ce portrait, eh bien, c'est le portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud. Donc c'est le portrait d'apparat qu'on met en caisse. Ça, eh bien, ça n'existe plus. Pourquoi est-ce qu'on achète un tableau? Pourquoi est-ce qu'on commande un tableau? Eh bien, simplement parce qu'il nous plaît. Vous voyez un couple, qui examine, qui est au comptoir là, qui est en train d'examiner un tableau. Madame regarde le paysage, monsieur regarde les femmes nues. Un autre couple, est accoudé au comptoir, et qu'est-ce qu'il regarde? Eh bien, il se regarde même dans un miroir, et n'est-ce pas ce que cherche à faire tout spectateur devant une œuvre? Quand on regarde une œuvre et quand elle nous plaît, c'est parce qu'on s'identifie à cette œuvre, parce qu'on aimerait s'y identifier, parce qu'on s'y projette, parce qu'elle touche quelque chose en nous qui est personnel et qui est intime. Et ce regard-là, eh bien, il se met en place au XVIIIe siècle, et ce tableau, voilà, nous dit tout ça. On achète un tableau parce qu'il nous plaît et parce qu'il nous fait plaisir, parce qu'il nous flatte d'une certaine manière. Il nous met en valeur. Donc, les tableaux sont commandés pour des espaces qui sont des espaces particuliers. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, hein, des espaces intimes, hein, donc des boudoirs, des chambres à coucher, pour créer une ambiance, une atmosphère qui fasse simplement plaisir quand on rentre chez soi. Ça va, c'est pas que c'était pas le cas avant, mais là en plus, ça se double de sujets qui sont des sujets qu'on appelle galants. Donc des pastorales, on en a parlé, mais aussi une peinture qui célèbre les amours des dieux. Donc ça, c'est un sujet mythologique, c'est une approche mythologique qui est tout à fait en vogue au XVIIIe siècle, qu'on aime beaucoup. Donc ce sont des petits sujets galants et sensuels. Donc tout ce confort de vie, ces cadres, ces pompons, ces fioritures qu'on appelle le rocaille, va aussi rentrer en compte dans le bonheur de l'individu, et ce sont des thématiques, qui sont définies à l'article luxe, de l'encyclopédie, qui est un vrai petit morceau d'économie politique, d'une certaine manière. Ah, donc là, c'est la partie qui vous parle effectivement, de l'Europe et de la France, avec un commerce aussi étendu, une industrie aussi universelle, une multitude d'arts perfectionnés. N'espérez pas aujourd'hui ramener l'Europe à l'ancienne simplicité. Ce serait la ramener à la faiblesse et à la barbarie. Je prouverai ailleurs combien le luxe ajoute au bonheur de l'humanité. Donc le luxe, le bien vivre aussi, l'excellence, de la peinture, des manufactures. Donc voilà, voyez le cadre. Je me flatte qu'il résulte de cet article que le luxe contribue à la grandeur et à la force des États, et qu'il faut l'encourager, le l'éclairer, pardon, et le diriger. Donc ça,
C'est l'idée que ce regard, cette dernière partie, il faut encourager, éclairer et diriger. Donc le goût, l'esprit peuvent se former et autour de l'individu va se mettre en place au 18e des problématiques qui sont celles qu'on attache à l'éducation. Alors l'éducation, c'est l'autre grand enjeu du XVIIIe siècle, hein. On commence à mettre en place, on avait vu déjà au Moyen Âge avec, enfin au Moyen Âge, même dès l'Antiquité, hein, donc les philosophes ont créé des académies, des lycées. Donc ça, c'est des structures qui existaient dans l'Antiquité. Et puis à la Renaissance, il y avait ces grands cercles de cours, la formule des ateliers, où on formait des élèves. Euh, donc voilà, c'est donc au Moyen Âge, il y avait le développement de l'université, de la scolastique. Donc l'éducation a toujours eu une très grande importance. Mais là, en fait, cette éducation, elle vise véritablement à rendre un individu autonome et heureux et surtout, elle va développer sa raison et elle va se séparer, sa pédagogie, et elle va se séparer de plus en plus de l'Église. Alors, vous avez plusieurs traités. Le premier, c'est Locke, Some Things Concerning Education, donc de certaines pensées concernant l'éducation. Bien sûr, le traité de Rousseau, Émile, ou de l'éducation, et puis un article de Dumarsais dans l'encyclopédie Éducation qui résume aussi les principales tendances, hein, du 18e. Donc, dans l'éducation, on va commencer tôt et on va prendre en compte l'enfance. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on voit une véritable collision entre la peinture de l'enfance, en peinture, et le développement de l'éducation et de la pédagogie. Avant le XVIIIe siècle, l'enfant, c'est un adulte en miniature. Vous avez qu'à voir les portraits de Louis XV, hein, ou les portraits des rois avant qu'ils deviennent majeurs. Les rois de 5 ans sont peints exactement de la même manière que les rois de 40, 30 ou 70. Pareil pour Velázquez, avec les portraits des enfants et des enfantes espagnols. Il n'y a pas de regard sur l'enfance. Il y a un regard sur ce que l'enfant deviendra et sur ce qu'il est par rapport à son milieu social. 18e, vous voyez, alors là, Greuze, c'est vraiment le peintre de l'enfance, c'est complètement différent. Le petit paresseux, voilà, vous voyez un enfant qui dort, un moment parce qu'il est fatigué. Un autre petit garçon blond à la chemise ouverte, tout simplement parce qu'il a couru partout. Donc du coup, pouh, là, là, il est tout débraillé. Et puis, un petit garçon, bon, il se trouve c'est un futur peintre, hein, ce sera un peintre assez célèbre au 19e. Donc voilà, qui posait avec son petit sourire. Bon, on ne sait pas trop s'il a véritablement envie de poser. Voilà, il est à la fois un petit peu intrigué, un petit peu fier, et un petit peu envie de partir. On essaye vraiment de saisir l'enfance comme une vraie personne, une vraie étape de la vie, hem, dans tout ce qu'elle a en fait de naturel. Donc l'éducation, elle se fait dans la famille. Et c'est ce que montre le tableau de Chardin. La famille, le lieu de la famille, va éduquer aux bonnes manières. Donc le petit enfant qui est sur sa chaise est encore indifférencié. On ne sait pas vraiment si c'est un garçon ou une fille. C'est voulu. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'on habillait les garçons et les filles de la même manière jusqu'à 7 ans à peu près, hein, donc jusqu'à une époque assez récente. Enfin, en tout cas, dans l'Ancien Régime, c'était comme ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, on se différencie physiquement, on est élevé de manière genrée, comme un garçon ou comme une fille, euh, avec des tâches bien réparties. Bon. Et la petite fille est éduquée, eh bien, à la tenue d'une maison. Donc, et également à s'occuper des enfants, puisqu'elle prend soin de son petit frère ou sa petite sœur. Elle le regarde, elle lui dit, mais tu sais, là, regarde, voilà, c'est l'heure de passer à table. Il faut arrêter les jeux et il faut manger. Il faut se conformer aux règles de la maison, qui sont placées sous l'égide, bon, corps de Dieu, puisque c'est le bénédicité, puisque c'est la prière. Et puis ensuite, eh bien voilà, la composition est une composition circulaire, comme vous pouvez le voir. On devient maman, on élève ses enfants, etc. etc. Donc c'est l'idée que la famille va être la cellule, une des cellules de base de l'éducation de l'enfant. Elle va en faire un être social. Ensuite, eh bien, vous avez l'éducation par l'école. Vous avez deux types d'éducation. Une éducation qui va être vivement critiquée, c'est le tableau de François d'André Bardon, l'enfance,
où, vous voyez, que les 2 enfants, ils sont pas vraiment, très rassurés. C'est un ecclésiastique, qui leur apprend, les rudiments, de calcul, d'écriture, de latin, de grec, de tout ça. Et puis, voilà, l'intérieur est pas vraiment très rangé. Derrière son dos, il a une badine et les enfants qui n'apprennent pas bien, sentent venir la punition. Ça, c'est un type d'éducation qu'on récuse. On récuse une éducation collective qui est menée par, le plus souvent, les jésuites, hein, puisque c'est les jésuites qui ont pas des monopoles, qui ont installé un grand monopole de l'éducation en France au XVIe siècle, qui ont développé beaucoup de collèges, beaucoup de lycées, beaucoup de structures d'enseignement. N'oubliez pas que les jésuites sont formés pour le prêche, hein. Voilà, donc on est, c'est et ce mode d'éducation-là, au 18e, il va être remplacé par autre chose. Donc vous voyez la maîtresse d'école, toujours de Chardin et bon, c'est le jour et la nuit. Vous voyez vraiment, un travail, de personne à personne, attentif, où, heu, il y a une vraie participation de l'enfant à l'acquisition de son savoir. Donc le précepteur individuel qui forme un individu tend à remplacer une éducation collective qui est majoritairement encore, heu, assurée par des ecclésiastiques. Donc c'est une mise en place d'une société qui se défie de l'autorité religieuse. On marche doucement vers vers une laïcisation, mais bon, il y a quand même des choses qui se mettent déjà, en place. Donc Rousseau, prône dans l'Émile une éducation qui est à, mmh une éducation par l'apprentissage. En fait, lui, il trouve que c'est complètement inutile de fourrer les savoirs dans la tête d'un enfant. Il faut qu'il apprenne au contact de la nature, à faire des déductions, à faire des expériences. Donc c'est toujours, cette idée de, voilà, des sens. Donc, il préfère l'éducation, l'expérience et l'observation, ainsi que les exercices physiques au livre. Donc il place l'enfant au centre d'un processus éducatif qui respecte effectivement sa liberté intérieure, son expérience. Voilà, aujourd'hui on pense à Montessori par exemple pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc l'esprit se forme de toutes les manières, par la pédagogie, par l'éducation, mais aussi par les salons. Donc ça, c'est quelque chose de très important au XVIIIe siècle. J'ai pas vraiment eu le temps de m'y attarder, mais c'est un phénomène qui est vraiment passionnant. Les salons littéraires, qui sont majoritairement tenus par des femmes, voilà, et où on forme son esprit, puisque vous avez ici aussi une mixité sociale. Vous avez des femmes, vous avez des hommes, donc ça veut dire que femmes et hommes peuvent participer d'un commun accord à élever leur esprit. Donc ça aussi, ce sont des opinions qui sont des opinions modernes. Les salons littéraires peuvent être majoritairement tenus par des femmes et les salons littéraires, mettent en place une relative mixité sociale. Relative, puisque vous avez souvent des membres de l'aristocratie, mais vous avez aussi des membres de la bourgeoisie, donc du tiers-état, hein, n'oubliez pas qu'on est encore dans des sociétés d'ordre, qui, par leur esprit, par la qualité de leur esprit, sont jugés égaux aux aristocrates, alors qu'ils n'ont pas du tout le même statut social et les mêmes privilèges politiques. Donc ça fait aussi des choses qui sont très intéressantes, où on essaye de construire une société qui est une société idéale, où ce sont les meilleures personnes, mais pas les meilleures personnes par la naissance, mais les meilleures personnes par les qualités morales qui formeront la base des cénacles littéraires et qui constitueront effectivement une société idéale qui est apte à mener l'individu vers le plus de bonheur possible. Donc ce siècle-là, va, pour rendre l'individu heureux, soigner son corps, son esprit, ses idées, mais aussi sa maison. Donc le siècle de Louis XV, c'est vraiment le siècle de l'intimité, hein. Le siècle de Louis XV, c'est aussi le siècle d'or, l'âge d'or des manufactures. Les manufactures françaises se développent, elles avaient été impulsées sous Louis XIV, avec les grandes manufactures de Saint-Gobain notamment, les tapisseries des Gobelins, enfin voilà, tout ça, ça a été lancé par Louis XIV. Il a fait beaucoup de choses pour le rayonnement de la France. Et pour que la France produise la majorité de ses richesses sur son territoire. Donc ça, c'était aussi un vrai travail. C'est à partir du XVIIe aussi que le Made in France est lancé, hein.
parlera de cette notion dans la prochaine conférence. Mais c'est des choses importantes. Et puis, au 18e, ça bat son plein. Donc voilà, là je vous montre tout un tas de petites choses qui vont améliorer l'intérieur des citoyens, des petites tabatières, et qui, voilà, sont des choses plaisantes puisque la plupart, beaucoup sont tournés de scènes qui sont des scènes figurées et qui sont inspirées des grands peintres. Ah là, je vous ai montré oui, des petits objets avec des scènes peintes d'après François Boucher. Hein, parce que voilà, vous le connaissiez, on l'avait vu, mais sachez qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc une tabatière avec des scènes pastorales, donc l'automne, l'amour moissonneur, l'hiver. Le déjeuner hébert, voilà, avec des petits enfants, des petits bergers, des petites bergères qui ont des petits oiseaux dans des cages qui vont folâtrer effectivement dans les champs. Donc tout cela est effectivement voilà, très agréable, très plaisant, très joli, très joyeux. Et on aime bien en fait prendre son petit déjeuner là-dedans ou son thé. Puis c'est pareil, enfin les mugs qu'on a le matin, moi j'ai pas les moyens d'avoir un service en porcelaine comme ça, décoré d'après François Boucher. Mais en tout cas, j'ai des jolies tasses et quand, avec des couleurs un peu gaies, un peu sympas, un peu jolies et des petites fleurs, des petites on aime bien déjeuner, voilà, avec des choses comme ça parce que c'est le repas, c'est aussi un moment de pause, un moment plaisant, on aime se faire plaisir et on a envie d'avoir, plutôt qu'un squelette au fond de nos assiettes qui nous rappelle qu'on va mourir bientôt, voilà, on n'est pas dans le banquet de le festin de Trimalchion avec le gobelet au squelette qu'on avait vu. Mais voilà, là, on est vraiment dans, vous voyez, complètement autre chose dans l'art de vivre. On peint ça sur des fauteuils, donc des tapisseries aussi, d'après Boucher, une paire de fauteuils ornés de scènes de la noble pastorale, d'après François Boucher. Donc ça, c'est les manufactures de Beauvais, hein, grande manufacture à Beauvais, grande manufacture au Gobelin. Et puis, plein de petits sujets. Donc, si vous avez, alors, ils ont leur collection en ligne, regardez les fonds du musée de Sèvres donc avec leur porcelaine. C'est le siècle de ce qu'on appelle le biscuit, donc des petites figurines en porcelaine mais non émaillées et qui permettent donc d'avoir un rendu beaucoup plus fin parce que l'émail remet une couche, voilà, une couche de vernis supplémentaire sur la sculpture et donc a un rendu qui est un tout petit peu moins fin, on voit moins les détails. Donc voilà, ça s'appelle les mangeurs de raisin. C'est inspiré du tableau de François Boucher, Pense-t-il au raisin, qui est aussi une pastorale. Donc vous avez plein, plein de petits sujets de bergers et de bergères comme ça, des petites scènes enfantines, des petits qui sont tout à fait charmantes. Bon, les biscuits font, grosso modo, entre, 10 et 25 centimètres de haut, hein. Voilà, vous voyez ces petites figurines, comme ça qui se diffusent aussi beaucoup. Donc voilà, qu'on aime énormément. Donc on a cette question de l'intimité, eh bien, elle va se retrouver, dans le portrait. Alors comment est-ce qu'on se représente? On se travestit, donc ça on l'avait vu, hein, chez Watteau. On se déguise. Donc les aristocrates de Watteau se déguisent en comédiens et ce qui symbolise d'une certaine manière l'aspect festif et oisif de cette classe sociale. Et les portraits de Nattier déguisent leurs protagonistes en dieux et déesses mythologiques. Donc je vous montre aussi cette image du travestissement, d'une certaine manière voilà, enfin de la fête, hein, une nouvelle manière de se mettre en valeur, avec la duchesse de Chaulnes en Hébé. Donc Hébé, c'était celle qui était chargée de porter le nectar, l'ambroisie aux dieux dans les banquets de l'Olympe. Et surtout, on se représente de manière intime, mais de manière naturelle. Alors je vous ai montré un portrait, moi, qui me fait beaucoup rire à chaque fois que je passe devant, qui est, le portrait de famille, un portrait de famille par Nicolas de Largillière. Pourquoi? Parce qu'il est absolument pas flatteur. Alors Nicolas de Largillière, en plus on l'a vu, c'est celui qui a peint le portrait de Lebrun, hein, donc voilà, qui était très un peu pas un peu prote-machin, mais bon, très très protocolaire, très tout ça, tout ça. Et là, et ben, en fait, vous voyez que c'est plus du tout ça. C'est une famille, de la petite aristocratie ou de la grande bourgeoisie, voilà, bon, en tout cas, ce sont des gentilshommes, qui est aisé, qui possède un grand domaine, qui chasse, donc ce sont des prérogatives effectivement, de l'aristocratie. Vous avez, sa femme, et sa fille. Alors bon, sa femme ne fait rien, à l'époque, voilà,
cette idée que les femmes de l'aristocratie n'avaient rien à faire, ne font rien parce que bon, voilà, elles font rien. Et la fille, bah voilà, elle est dans l'âge où on doit la marier, donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle apprend à chanter, elle apprend le chant, elle a une partition à la main et tous ces personnages ont l'air, excusez-moi, mais un peu stupides. Alors, pourquoi on dit ça? Et pourquoi est-ce que c'est génial? Eh bien, parce que ça veut dire que les gens se représentent, tels qu'ils sont. D'un côté, vous avez les signes extérieurs de richesse. Très bien, le domaine, les tissus qui sont absolument somptueux. En plus, l'argilière aussi, il est passé un peu, voilà, il est très très intéressé par les peintres anglais, les peintres italiens, donc il a un travail sur le rendu des tissus, des matières, qui est très brillant. Enfin voilà, il faut voir ce tableau, voilà, il te l'ouvre, il est enfin le travail sur les matières est fantastique. Mais les personnages sont absolument représentés dans leur vérité, tels qu'ils sont, de manière un peu impavide, avec des traits de caractère qui sont des traits de caractère personnels. Et ça, ce n'est pas un portrait qui est exactement un portrait d'apparat, comme peut l'être la duchesse de Chaulnes en Hébé. C'est un portrait qui est entre le portrait public et le portrait privé. Ceux qui vont exceller là-dedans, ce sont les Anglais. Donc, je vous montre 3 portraits. Anne Gainsborough, Mr. and Mrs. Robert Andrews, qui posent dans leur champ. Donc, voilà, eux, ils tirent leurs revenus, de leur domaine foncier, enfin agricole, pardon. Et vous voyez qu'on a vraiment un lien entre les courbes de leurs vêtements, et les ondulations du paysage et des champs. Donc, ils sont peints, comme s'ils étaient d'une certaine manière intégrés dans leur domaine. On a un aspect qui est un aspect naturel dans ce portrait. L'homme n'est pas précisément bien habillé, il a sa chemise un petit peu qui dépasse. Il y a cette idée, voilà, de naturel, de spontanéité, qui est derrière le portrait. Même dans le portrait aristocratique, donc vous voyez le portrait de Sir Joshua Reynolds de Lady Delmé, ses enfants, qui est un des personnages les plus en vue d'Angleterre. Mais malgré tout, le lien avec ses enfants, donc son sentiment, est aussi important que son rang. Et la le naturel de ce portrait prend le pas sur l'apparat du costume. De même que les portraits de l'enfance, hein, on les avait vus chez Chardin, mais on le voit encore mieux chez Gainsborough. Les Anglais sont vraiment les peintres de l'enfance, hein, donc ça c'est sans conteste, on peut leur laisser la palme. Les portraits d'enfants des Anglais sont extraordinaires et là le grand, enfin la grande magie de ce tableau, c'est d'avoir, heu, traité la nature de manière artificielle et presque brouillonne. Puisque vous voyez que les arbres semblent, les arbres, le ciel, semblent fondus, inachevés et parce que la nature semble artificielle, le visage semble naturel et il y a une spontanéité, dans le tableau, et dans la façon dont l'enfance est rendue, qui font de ce portrait, eh bien une vérité. Donc, oui, on quitte ici complètement le portrait d'apparat pour un portrait qui est frappant par sa sensibilité. Donc en conclusion, le 18e, voit vraiment le passage, de l'individu, donc de la collectivité, de la classe sociale, du groupe, à l'individu et puis avec la Révolution française, de l'individu au citoyen. C'est-à-dire que l'homme n'est plus sujet d'un monarque, qui a droit de vie et de mort sur lui, mais il devient, libre d'être, en fait, par l'éducation, le goût, la sensibilité, son caractère personnel, qui il veut, de devenir qui il veut, en fait, même si ça même encore aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, mais c'est ce vers quoi le 18e et la philosophie des Lumières vont tendre. Donc, tout ça, eh bien, parce que on réfléchit sur ce qui va donner dans la peinture, la représentation, l'éducation, mais aussi la philosophie politique, sur ce qui peut donner à l'individu, d'une certaine manière, le plus grand bonheur possible. Donc, Alexander Pope peut dire, au 18e, au bonheur, fin et but de notre être. Donc, le but de l'être de l'homme au 18e, il résume un peu une pensée du 18e, c'est plus le salut de son âme,
c'est le bonheur de sa personne ici et maintenant, ce qui n'exclut pas de croire en Dieu, hein. Voilà, parce que le 18e n'est pas un siècle athée. Il ne faut pas tout mélanger. Mais en même temps, Kant, va mettre, le doigt sur un problème. Il va dire que le bonheur ne peut pas être un idéal de la raison, mais bien de l'imagination. Et si collectivement, comme ça se passe, la Révolution française, on impose une idée spécifique du bonheur à toute une collectivité, ça peut poser un vrai problème. Parce que le bonheur, eh bien, c'est aussi ce qu'on imagine, et raisonnablement, bon, bah, on a des contingences, des choses à respecter, qui font que le bonheur collectif, peut avoir, ses limites. Donc c'est ça ce que dit Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Et le 19e va osciller un peu entre ces 2 pôles, une volonté effectivement, eh bien de porter le plus grand bonheur possible au plus grand nombre. Un bonheur qui va prendre de plus en plus de place, dans la société, et qui va s'affirmer, non pas seulement comme un devoir de l'État, mais comme un droit de l'individu. Donc c'est, toute la question de l'iconographie impressionniste, mais aussi l'iconographie des années 30, puis des 30 glorieuses, qui va mettre qui va travailler autour d'un thème et de sa critique, qui est le loisir. Donc ça, véritablement, vous pouvez filtrer quasiment toute la peinture, du 1er 20e siècle et une grande partie des publicités des Trente Glorieuses via cette question du loisir et donc, du bonheur. Donc c'est ce qu'on travaillera dans la dernière conférence, la société du loisir. Avoir du temps libre rend-il heureux? Bah, je vous remercie de votre attention.